Les États-Unis acceptent une pause avec l'Iran, mais la tension reste palpable. Selon ce que rapporte un responsable américain cité par l'AFP, les États-Unis et l'Iran seraient en train de chercher une escalade après plusieurs jours de tensions militaires. L'idée principale, c'est qu'il y aurait une pause mutuelle des attaques entre les deux pays. Autrement dit, chacun arrêterait temporairement les actions offensives pendant que les discussions continuent. Cette pause ne serait pas encore un accord de paix définitif, mais plutôt un moment pour calmer la situation qu'on sait très bien qui était vraiment compliquée. L'Iran met en garde la France contre toute opération de déminage dans le détroit d'Ormuz. Téhéran conseille au président Macron de rester à l'écart et de cesser toute provocation sur ce sujet. Les autorités iraniennes affirment que le déminage relève uniquement de leur responsabilité et qu'aucun autre pays n'est autorisé à intervenir. Il s'agit pour l'instant d'un avertissement adressé au président Macron en réaction à ses déclarations à Paris, évoquant une coopération entre la France et Oman dans des opérations de déminage dans la zone. Mais qu'est-ce que le président Macron veut montrer? Que la France est utile, surtout après avoir été marginalisée dans plusieurs dossiers? Le président Macron est en fin de mandat. L'économie française patine, le budget est tendu. La France n'a pas les moyens d'une superpuissance et l'opinion est fatiguée des aventures au Moyen-Orient et surtout en Afrique. La dette est massive, le déficit est réel, la compétitivité est en berne, les tensions sociales sont omniprésentes. Il s'engage partout sauf chez lui. Mais Téhéran a répondu par un classique. C'est chez nous ici. Ne posez pas vos pieds. Tentez et vous verrez. C'est le message de l'Iran. François Clémenceau, dans ce contexte de discussion très tendue, l'Iran demande à la France de ne pas compliquer davantage la situation dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? L'Iran a été un peu piqué au vif, agacé, pour ne pas dire plus, par la décision française et omanaise hier à l'Elysée de participer en quelque sorte à la sécurisation du détroit d'Ormuz. C'est intéressant de voir qu'au même moment se tenaient des premières discussions officielles à Mascate entre l'Iran et Oman pour pouvoir préparer la future gestion du détroit d'Ormuz dans les fameux 60 jours qui suivent l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et donc cette idée que la France puisse s'insérer, se glisser dans un mécanisme qui contribuerait à sécuriser le détroit, c'est insupportable pour les Iraniens parce que d'un point de vue politique, diplomatique, militaire, ils veulent maintenir cette forme de pression à l'égard des États-Unis en disant c'est nous qui avons le contrôle, s'il doit y avoir du déminage, c'est nous, s'il doit y avoir un jour une forme de péage, entre guillemets, c'est-à-dire des services rendus en échange de moyens financiers, c'est à l'Iran. Et donc, c'est assez habile de la part de la France de dire, puisque vous avez choisi un partenaire Oman, nous, on va travailler avec Oman. Il y a plusieurs contrats qui ont été signés en marge de cette rencontre. Mais il est bien précisé que dans le communiqué conjoint entre la France et Oman, que la navigation future dans le détroit d'Ormuz sera libre, sans condition, ni restriction, et que la France est prête à collaborer avec les parties prenantes afin de conduire éventuellement des opérations de déminage conjointe. Donc voilà ce que ne supporte pas l'Iran, c'est qu'il y ait un autre acteur extérieur à la région qui veuille s'immiscer dans ce processus-là. Il y avait déjà eu cette coalition navale européenne. Là, on voit bien qu'il s'agit d'un partenariat franco-omanais pour tenter d'apporter une solution pacifique à tout ce qui se passe en ce moment dans le détroit. Cette carte permet d'expliquer comment l'Iran a survécu à la guerre initiée par Donald Trump. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël attaquent l'Iran. D'un côté, on a l'une des armées les plus puissantes au monde, et de l'autre, une puissance régionale déjà affaiblie par de précédentes attaques en juin 2025. Sur le plan militaire, tout semble permettre une victoire éclair des États-Unis et d'Israël. En quelques heures, une partie de la direction politique et militaire du régime iranien est liquidée, décapitée par des frappes ciblées. Mais ces assassinats des principaux dirigeants iraniens ne suffisent pas à défaire le régime. On voit pratiquement poste pour poste des remplaçants prendre les affaires en main et camper sur des lignes aussi radicales que leurs prédécesseurs, voire plus radicales encore. Alors comment le régime iranien a-t-il survécu ? Eh bien parce que ça fait 20 ans qu'il se prépare à ce scénario. La prise de Kaboul s'est faite pratiquement sans combat. Bagdad aux mains des Américains après 3 semaines de guerre. Au début des années 2000, l'Iran est encerclé par 2 guerres. En Afghanistan, les États-Unis renversent le régime des talibans en quelques semaines. Et en Irak, le régime de Saddam Hussein tombe en 20 jours.
Au milieu de tout ça, la République islamique s'imagine déjà subir le même sort. Alors, elle observe et imagine une stratégie pour survivre en cas d'attaque similaire, centralisée sur son commandement. Iran began to develop a defense strategy that is known now as Mosaic Defense. It decentralized its command and control, dispersed its military operations across the country. Au total, 31 cellules de commandement sont créées, une dans chaque province de l'Iran. Chacune d'entre elles dispose d'une véritable armée avec son arsenal et son propre système de commandement. Même si l'une d'entre elles est détruite, les autres peuvent continuer à fonctionner. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en Ukraine, des forces capables de prendre des décisions au niveau local sans avoir à référer à un centre, et ça va donner des résultats vraiment éclairants. Dans les jours qui suivent le 28 février, alors même que les principaux dirigeants iraniens ont été tués, c'est cette organisation en mosaïque qui permettent à l'Iran de riposter. Et ça, ce n'est qu'un des 4 éléments qui ont permis au régime iranien de survivre aux frappes des États-Unis et d'Israël. Les 3 autres, on vous les présente dans notre long format sur YouTube et sur lemonde.fr. Information capitale, les amis. Après s'être fait humilier par les Iraniens, Donald s'est trouvé une nouvelle passion. Il veut maintenant se frotter à Kim. Je suis certain que vous avez beaucoup de conseils à lui donner. La date, tout d'abord, nous sommes le lundi 29 juin, il est 19h15. L'information a été donnée aujourd'hui par le président sud-coréen qui a affirmé que le président américain voudrait maintenant se consacrer pleinement à la Corée du Nord. Les Sud-Coréens voudraient tenter leur chance en poussant les États-Unis dans une intervention musclée contre Kim Jong-un. Le président sud-coréen a dit que la pression et les sanctions exercées sur la Corée du Nord sont inefficaces à cause de la coopération militaire qu'elle entretient avec la Russie. Le président américain ne va pas s'ennuyer. Après avoir réglé le conflit et la situation au Moyen-Orient, il veut maintenant régler ses comptes à Kim. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Autant on pouvait reprocher aux Iraniens d'être quelquefois dans la retenue, autant la confrontation avec la Corée du Nord promet d'être spectaculaire. Alerte info après le président turc, c'est le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui menace Israël en disant qu'Israël paiera un lourd prix pour ses attaques contre l'Iran, sachant que cet homme est capable de beaucoup de choses. Et son pays, la Corée du Nord du coup, qui a beaucoup de missiles, c'est l'un des pays avec le plus de têtes nucléaires. Le leader nord-coréen a également déclaré que Israël n'est pas un pays, mais c'est un projet terroriste soutenu par Washington. Donc lui, il ne mâche pas ses mots, et le conflit entre l'Iran et Israël peut aller beaucoup plus loin, sachant que les États-Unis se remettent à défendre Israël, et lui, il est avec qui? Il est en accord avec Vladimir Poutine, le président russe. Donc ça veut dire que ça peut faire une escalade mondiale, internationale, sachant que si Kim Jong-un rentre en conflit avec n'importe quel pays, eh ben Vladimir Poutine sera obligé de défendre Kim Jong-un parce que c'est considéré comme son allié, parce que la Russie et la Corée du Nord sont des alliés depuis plusieurs années de cela, grâce aux accords qui ont été signés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça peut aller plus loin, ce genre de conflit, mais on n'espère pas une escalade mondiale. Monaco vient de connaître sa toute première attaque terroriste. Étant donné qu'elle est ukrainienne, c'est silence radio, pas de gros tics, aucun média n'en parle. Une famille ukrainienne vient d'être visée en plein cœur de Monaco, traquée par le régime de Kiev évidemment. L'ancien oligarque ukrainien détesté par le camp Zelensky s'est échappé du pays depuis 2019. Pour un premier temps, il avait renoncé à la nationalité ukrainienne, prenant plutôt celle de Chypre, ce qui n'est pas d'un bon œil aux yeux de Zelensky. Comment expliquer qu'un attentat est perpétré en plein cœur de Monaco, la principauté qui n'a jamais connu d'attentat? Pour sa première fois, la principauté connaît un attentat qui vient notamment de la part de l'Ukraine. Et silence radio, si ça avait été un drone russe, on ne respirerait plus. Tous les gros titres des médias depuis hier en parleraient sans en finir. La question se pose, comment une Europe normale des plus normales peut donner la bénédiction à ce genre de phénomène? Pourtant, elle qui a fait face à ce fléau en 1939 en 1945. Comment est-ce possible que les attaques ukrainiennes tombent à Roumanie, à Monaco
Et même le gazoduc a été détruit en 2023. Mais silence radio, pas de gros tics. Bénédiction totale, on ne dit rien là-dessus. Pour l'Europe, l'Ukraine a le boulevard libre et les mains libres de faire ce que bon lui semble en Europe. Il suffit notamment qu'un citoyen, même ukrainien, ne plaise pas au régime de Kiev. Où qu'il se trouve, il sera craqué et personne n'en dira un mot. Ça aurait été la Chine, la Corée du Nord ou même la Russie qu'on songerait déjà à une riposte otanienne. Comment est-ce possible et normal que des pays bien constitués ne font même pas passer cette information dans les médias? Mais c'est incroyable. Je reviens tout juste de Monaco où j'ai été invité au Festival international du livre franco-monégasque. J'y ai retrouvé cette atmosphère si particulière qui fait la réputation de la principauté, un état où la sécurité est omniprésente, où les contrôles sont nombreux et où chacun a le sentiment de vivre dans l'un des endroits les plus sûrs du monde. Et c'est donc avec surprise que j'ai appris quelques heures après mon départ qu'une explosion venait de secouer Monaco. Lundi soir vers 21h, un homme a déposé un sac contenant un engin explosif artisanal dans le hall d'un immeuble résidentiel situé près de la frontière française avant de prendre la fuite à pied en direction de Beausoleil. L'explosion a grièvement blessé 2 adultes et plus légèrement un adolescent de 13 ans. Les autorités monégasques ont immédiatement parlé d'un acte délibéré et lancé une vaste chasse à l'homme en coopération avec les forces françaises. Très rapidement, l'information a fait le tour des chaînes de télévision, les éditions spéciales se sont succédées, les bandeaux Breaking News ont envahi les écrans et presque aussitôt, une idée s'est imposée. Même Monaco ne serait plus un sanctuaire de sécurité. Pour avoir couvert de très nombreux attentats au cours de ma carrière, je dois reconnaître que cette lecture m'a immédiatement interrogée. Le mode opératoire, le caractère artisanal de l'engin explosif, les images de vidéosurveillance montrant ce suspect dont l'allure évoquait davantage celle d'un pied nickelé que celle d'un professionnel aguerri, tout cela ne correspondait pas au schéma que j'avais pu observer lors des grandes attaques terroristes que j'ai couvertes. Mon intuition allait donc vers une affaire ciblée plutôt que vers un acte terroriste aveugle. Une intuition, naturellement, qui ne vaut ni preuve, ni conclusion. Seule l'enquête permettra d'établir les responsabilités et le mobile exact. Les premiers éléments diffusés par plusieurs médias indiquent toutefois que les victimes seraient un homme d'affaires ukrainien installé à Monaco et les membres de sa famille. Les autorités, elles, restent prudentes et n'ont à ce stade confirmé aucun mobile. Durant mon séjour, j'avais d'ailleurs été frappée par l'importance de la communauté ukrainienne dans la principauté. J'avais même aperçu un véhicule portant l'inscription « Nous sommes les Ukrainiens de Monaco », une présence visible, assumée, qui témoigne du caractère profondément international de Monaco. Mais attention, une enquête vise des individus, jamais une nationalité. Ce serait une grave erreur d'établir des amalgames. En revanche, cette affaire nous interroge sur notre manière de traiter l'information. À l'heure des chaînes d'information en continu, il faut aller vite, très vite, parfois trop vite. Le risque est alors de construire un récit avant même que les enquêteurs aient commencé à établir des faits. Pendant plusieurs heures, le débat n'a plus porté sur ce qui s'était réellement passé, mais sur ce que cet événement racontait de Monaco, comme si une explosion suffisait à démontrer que la principauté avait perdu ce qui fait son identité, c'est-à-dire sa sécurité. Et c'est précisément là que le journaliste doit faire preuve de sang-froid. Informer rapidement est indispensable. Informer avec rigueur l'est encore davantage. Le temps médiatique est celui de l'instant, le temps judiciaire est celui de la preuve. Entre les deux, il existe un espace où devrait toujours s'imposer la prudence, la nuance et la vérification. Dans une époque où le breaking news est devenu un réflexe, il est plus que jamais nécessaire de rappeler qu'un journaliste n'a pas vocation à raconter l'histoire avant les faits, il a le devoir d'attendre que les faits racontent l'histoire. La Russie est obligée d'être une nation forte. Mesdames et messieurs, si cette déclaration de Vladimir Poutine était moins un slogan politique qu'une leçon d'histoire. Depuis plus de 4 siècles, chaque fois que l'État russe s'est affaibli, des puissances étrangères ont cherché à exploiter cette faiblesse. Après le temps des troubles au XVIIe siècle, le territoire russe est occupé. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN s'élargit progressivement vers l'Est, tandis que Moscou perd une grande partie de son influence régionale. Aux yeux du Kremlin, mesdames et messieurs, ces épisodes racontent la même histoire. Dans les relations internationales, la faiblesse attire les pressions. C'est pourquoi la Russie considère son armée
son industrie de défense, son autonomie énergétique et sa souveraineté technologique, non comme des symboles de prestige, mais comme des garanties d'existence. Depuis les sanctions de 2022, mesdames et messieurs, Moscou accélère la production nationale, développe des circuits financiers alternatifs et réoriente son commerce vers l'Asie. Que l'on approuve ou non cette stratégie, elle repose sur une logique constante. Un État capable de résister aux pressions extérieures conserve sa liberté de décision. C'est précisément ce que résume cette phrase de Vladimir Poutine. Pour la Russie, l'indépendance n'est pas une conséquence de la puissance. La puissance est perçue comme la condition de l'indépendance. Et c'est cette conviction qui continue de façonner toute la stratégie du Kremlin aujourd'hui. Des sources russes indiquent que la Russie a de quoi tenir en conflit pendant 20 ans. Et que Vladimir Poutine est en train de faire durer le conflit en Ukraine pour écrouler économiquement et socialement l'Occident et l'Europe. Mes amis, cette observation n'est pas tout à fait fausse. Parce que si ce conflit continue de durer, est-ce que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et tous les vents en guerre auront toujours les milliards disponibles pour injecter à l'Ukraine? Étant donné que la grogne sociale dans ces pays commence à se faire entendre de plus en plus. Donc, les sources militaires russes indiquent que la Russie a de quoi tenir en conflit, en confrontation avec l'OTAN réuni et tout ce que vous voulez entendre pendant au moins une vingtaine d'années successives, non-stop, jour après jour. Et ça va beaucoup faire mal. Parce qu'on se souvient que dès l'enlisement, après 2022 du conflit en Ukraine, ce sont les mêmes experts occidentaux qui ont dit dans les plateaux télé que la Russie adore la guerre d'usure. On se rappelle de ce qui s'est passé en 1945. La Russie avait pris son temps, mais au final, elle est parvenue à la victoire. Victoire qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, ils sont en train de voir que la Russie réellement a adopté une stratégie d'usure pour épuiser l'Union européenne, pour épuiser l'OTAN, épuiser les États-Unis, épuiser la France, l'Allemagne et tout, et qu'après 20 ans, ils n'aiment même plus de quoi se lever. Et peut-être même à la finalité, la révolte viendra de l'intérieur de ces pays parce que les peuples en auront marre. Socialement, ils ne pourront plus tenir parce qu'ils n'auront plus de quoi fournir en carburant, en énergie à leur peuple, sans compter que les milliards injectés en Ukraine ne reviennent pas en arrière. Parce que si la Russie tient pendant 20 ans en Ukraine, quand est-ce qu'ils vont rentabiliser ce qu'ils ont donné en Ukraine? Question. Et là, mesdames et messieurs, donc ce que la Russie est en train de faire, c'est de façon exprès. Elle fait exprès aujourd'hui d'aller doucement. Parfois, elle accélère, parfois, elle ralentit. Tout ça a un but bien précis. Épuiser économiquement, militairement, parce qu'il est clair, les analystes ont dit la capacité de production en armement russe est 10 000 fois plus avancée que la capacité de production européenne. Malgré les PIB qui ont gonflé, malgré les investissements en armement qui ont gonflé, jusque-là, ils n'ont pas atteint la capacité de production russe, qui aujourd'hui dépasse leur entendement. Ils n'arrivent pas à comprendre comment un pays qui est engagé sur un conflit a doublé, quadruplé et tiers sa production. Et jusque-là, l'Europe et les États-Unis n'ont pas pu les rattraper sur ce terrain de production rapide et massive en armement. Il faut dire, mesdames et messieurs, que c'est eux qui nous ont dit que les États-Unis, seulement en 40 jours de conflit en Ukraine, ont besoin d'au moins 4 ans pour reconstituer leur stock. Ils ne permettront jamais que vous écoutiez ceci. Macron et son prisme pro-régime Zelensky, parce que, par ailleurs, si on revient à l'Ukraine, qui est quand même la principale victime du conflit, toutes les enquêtes d'opinion à l'heure actuelle montrent que la majorité désormais des Ukrainiens souhaiteraient une fin du conflit. C'est-à-dire que ça s'arrête. Donc quand on nous dit dans le débat public actuel, complètement caricatural, il y a les pro-ukrainiens, ça c'est ceux qui veulent la guerre, qui veulent continuer le conflit parce que nous allons vaincre la Russie, et puis les pro-russes qui eux disent qu'il faudrait négocier, mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire que si on consultait la population ukrainienne à l'heure actuelle, elle voudrait des négociations.
Et donc, on est en plus dans un renversement des rôles absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un discours convenu, médiatique et politique en France et en Europe, de dire quand vous êtes pro-ukrainien, vous voulez aller jusqu'au bout. Alors même que l'Ukrainien même. Donc c'est quand même là aussi très grave parce en fait on fabrique une opinion et une réalité qui est totalement différente de ce que vivent les principaux intéressés. Quand un drone ukrainien frappe une raffinerie ou une base en Russie, les images font immédiatement le tour des chaînes d'information. Elles sont spectaculaires, impressionnantes et donnent l'impression que le rapport de force bascule. Mais pendant ce temps, mesdames et messieurs, une autre réalité est beaucoup moins visible. L'évolution quotidienne du front, les avancées progressives de l'armée russe dans certaines zones, l'usure des forces ukrainiennes, les difficultés de mobilisation ou encore les enquêtes d'opinion qui montrent qu'une partie croissante de la population ukrainienne souhaite une issue négociée au conflit. Le problème n'est pas qu'un média montre les succès de l'Ukraine. Le problème apparaît lorsque ces succès occupent presque tout l'espace médiatique, tandis que les éléments qui racontent une réalité plus complexe restent en arrière-plan. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Ce n'est plus seulement une question d'information, c'est une question de cadrage éditorial. À force de sélectionner principalement les images les plus spectaculaires, le public peut finir par confondre l'impact médiatique et réalité stratégique. Or, une guerre ne se gagne pas avec des séquences virales, non. Elle se mesure aussi par l'attrition, la production industrielle, la logistique, les effectifs, la profondeur stratégique et la capacité de chaque camp à soutenir l'effort de guerre dans la durée. Mesdames et messieurs, en géopolitique, le plus important n'est pas toujours ce qui est montré à l'écran. Parfois, c'est précisément ce qui ne fait jamais la une qui permet de comprendre où la guerre est réellement en train de se jouer. On nous montre des images des drones ukrainiens en Crimée, mais les images qui montrent ce que la Russie est en train de faire de l'autre côté, ils ne vous les montreront jamais. Arrêtez toute comparaison militaire entre les États-Unis et la Russie. Militairement parlant, au stade où on en est, la Russie est plus aguerrie que les États-Unis. Si au stade actuel des choses, il y avait une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie, je peux vous garantir que la Russie fera des États-Unis une bouchée. Ça, c'est sans discussion. Je ne discute pas avec quelqu'un. Mesdames et messieurs, rendez-vous bien compte que la Russie aujourd'hui, on est en train de se plaindre qu'elle est enlisée en Ukraine depuis 4 années. Entrons dans le décompte. La Russie mène un combat acharné contre tous les pays de l'OTAN, l'Union européenne et tous les pays de l'OTAN qui peuvent être un total de 39 pays. Et la Russie a tenu pendant 4 années déjà. Maintenant, les frappes jour après jour, mois après mois, année après année. Et la Russie, selon les experts, nous ont dit qu'elle a triplé sa production en armement, que son potentiel militaire est devenu plus important qu'au début du conflit en Ukraine. Entre-temps, ceux qui veulent comparer la Russie avec les États-Unis ont fait une campagne militaire de 40 jours avec une coalition avec leurs alliés israéliens. Après 40 jours, ils ont été obligés de décréter un cessez-le-feu unilatéral. Le cessez-le-feu n'a pas été demandé par les Iraniens. Il faut qu'on se le dise. Nous devons nous dire les vérités en face. Et depuis le cessez-le-feu, les États-Unis ne voudraient plus reprendre de façon ouverte le conflit. Des petites frappes par-ci, des petites frappes par-là. Ils ont peur de revenir frontalement vers l'Iran. Donc, après 40 jours, les experts militaires et la BBC nous ont fait comprendre que au stade où les États-Unis en sont arrivés avec leur campagne de bombardement en Iran, pour que les États-Unis reconstituent leur stock, il va les falloir 4 années. Entre-temps, la Russie, au fur et à mesure depuis 2022 qu'elle est en Ukraine, elle ne faisait que bombarder jour après jour et reconstituer en même temps son stock. Où est-ce que vous pouvez me faire donc la comparaison entre les États-Unis et la Russie? De 1, le potentiel nucléaire de la Russie est le plus important au monde, devant les États-Unis. Maintenant, sans compter aujourd'hui le balistique, l'hypersonique
et tout ce que vous voulez entendre, la Russie est nettement en avance là-dessus. Même aujourd'hui, l'armée terrestre russe est plus aguerrie aujourd'hui, mesdames et messieurs, plus que les États-Unis. Libre à ceux qui veulent rester dans la supercherie du mythe de la puissance américaine. Ce qui est clair, il n'y a pas de comparaison à l'heure actuelle entre la Russie et les États-Unis. L'OTAN est en train de préparer quelque chose de très grave contre la Fédération de Russie. Le monde est en train d'observer. À l'instant où je vous parle, en ce 29 juin 2026, plus rien ne va entre la Fédération de Russie et la Finlande. Vous savez, la Finlande est un pays frontalier à la Russie et qui a décidé de se rapprocher fortement des instances de l'OTAN, de l'Union européenne. Alors, lorsque la Finlande avait décidé d'intégrer les structures opposées à la Russie avait dit qu'elle n'acceptera pas que des armes de l'OTAN soient stationnées sur le territoire de la Finlande, ne serait-ce que pour quelques heures. La Russie a dit que cela menace sa sécurité. Si les armes nucléaires ou n'importe quelle sorte d'armes de l'OTAN sont de passage, là il n'y a pas de problème. Mais stationner, ne serait-ce que pour 5 heures, 1 heure du temps, une journée, 2 jours, cela reviendrait à provoquer la Fédération de Russie. Et, à la grande surprise, ces dernières heures, la Finlande a annoncé qu'elle va recevoir les armes nucléaires de l'OTAN. Pas pour un passage, ni pour un stationnement de quelques heures. Mais ces armes vont être déployées en Finlande. Vous voyez donc pourquoi je dis que l'OTAN est en train de préparer quelque chose de grave. Juste après leur fameuse réunion du 24 juin 2026 à Berlin, des idées bizarres ont commencé à émerger. Des idées qui ressemblent beaucoup plus à de la provocation. Selon l'information, le Parlement finlandais a approuvé la levée d'une interdiction datant des années 1980. Cette interdiction ne vient pas seulement de la Russie, mais des règles même de la Finlande qui avait décidé de ne pas recevoir des armes nucléaires. Donc, l'interdiction date de 1980 et ça empêchait l'importation, le transport et le stockage des armes nucléaires sur son territoire, lorsque la défense nationale l'exige. Et donc, le Parlement a modifié cette loi. L'interdiction a donc été levée. Donc, même si le président finlandais a fait une précision, il a précisé qu'il n'était pas question d'accueillir des armes nucléaires en temps de paix. Ça veut dire que, en temps de guerre, les armes nucléaires peuvent être reçues. Or, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine dont le statut vraiment est désormais ambigu. L'Ukraine n'a pas encore intégré officiellement l'OTAN, mais le conflit que l'Ukraine est en train de mener avec la Russie, mais c'est l'OTAN. Donc, nous sommes en période de guerre. Cela prouve qu'ils vont recevoir les armes nucléaires. Alors, Moscou de son côté considère cette décision comme un changement stratégique majeur. Et évidemment que oui, c'est un changement stratégique majeur. Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a donc annoncé qu'elle va prendre les mesures politiques et militaro-techniques nécessaires. Mesures politiques et militaro-techniques nécessaires pour répondre à cette levée des instructions et à l'accueil des armes nucléaires sur son territoire. Mais pourquoi la Finlande décide d'accueillir des armes nucléaires? C'est parce que l'OTAN est en train de préparer quelque chose. Et nous savons que la Finlande partage environ 1340 km de frontière avec la Russie. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi la Russie considère cette décision de la Finlande comme une ligne rouge? C'est une ligne rouge qui a été franchie. L'explication claire est là. La Russie partage une très longue frontière avec la Finlande. À cause des mésententes, la Finlande a été obligée de construire un mur. Un mur en fer, voilà. C'est juste un mur qui les sépare. Mais malgré cela, les questions frontalières entre la Russie et la Finlande ont toujours été à la une des débats, puisque
la Finlande a toujours accusé la Russie de violer sa frontière et d'envoyer beaucoup de réfugiés au niveau de son pays en les faisant traverser, beaucoup de migrants en les faisant traverser par la frontière. Donc, pourquoi la Russie considère cette décision de la Finlande comme une ligne rouge qui a été franchie? En dépit des 1340 km de frontière, même si Helsinki, la Finlande, affirme ne pas vouloir déployer d'armes nucléaires en temps de paix, la modification de la loi ouvre juridiquement cette possibilité en cas de crise ou de guerre. Donc pour Moscou, cela réduit sa profondeur stratégique. Donc, la Finlande abandonne définitivement l'héritage de sa neutralité. La Finlande ne veut plus être neutre. Vous savez, après son adhésion à l'OTAN en 2023, qui avait fait beaucoup de bruit, la Finlande franchit une nouvelle étape en adaptant sa législation à la doctrine de dissuasion nucléaire de l'Alliance. La Finlande a intégré. Mais les consignes étaient claires. Ils ont dit non, ils intègrent juste. Mais là, c'est l'OTAN qui demande. Il faudrait que la Finlande adapte sa doctrine militaire à la doctrine de dissuasion nucléaire de l'OTAN. Tu ne peux pas être un pays membre de l'OTAN et ne pas disposer du nucléaire. Ou même si tu n'en disposes pas, mais en avoir sur ton territoire, même si c'est pour accueillir des armes de l'OTAN. Puisque la dissuasion nucléaire est l'arme la plus redoutable que dispose l'OTAN. Donc, aux yeux du Kremlin, cela confirme que la Finlande est désormais pleinement intégrée au dispositif militaire occidental. Donc, cela pousse Moscou à prendre ses dispositions. De l'autre côté, Moscou veut empêcher une nouvelle avancée de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Moscou veut empêcher cela. Le fait pour la Russie d'annoncer des mesures politiques, militaires, la Russie cherche à dissuader d'autres pays voisins. La Russie veut faire en sorte que les autres pays voisins, membres de l'OTAN, ne puissent pas suivre la même voie. Sinon, imaginez si la Russie finit par être encerclée par des pays membres de l'OTAN, tels que les pays baltes et autres, et qui vont disposer de l'arme nucléaire, ça agit sur les profondeurs russes. Parce qu'on ne sait pas, à tout moment, ils peuvent s'énerver et puis commencer à bombarder la Russie. Alors, la dernière question qu'on se pose, est-ce que cette décision va ouvrir une nouvelle phase de confrontation entre la Russie et l'OTAN? La réponse tout naturellement c'est oui. Mais lorsque nous regardons de plus près certains détails, on comprend que le nord de l'Europe devient un nouveau théâtre stratégique. La région des Baltiques, l'Antarctique, qui tient beaucoup à cœur à la Russie, prennent une importance croissante. Et donc, la Finlande, la Suède et les États baltes occupent désormais une place centrale dans la planification militaire de l'OTAN. Et c'est pourquoi la Russie renforce ses propres dispositifs dans la zone. Mais pendant que la Russie est en train de renforcer ses propres dispositifs dans la zone, l'OTAN passe à la phase supérieure d'armement avec le nucléaire de la Finlande. Alors donc, il y a vraiment un risque de confrontation. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Parle pas, écoutez. Moi j'étais à Kiev il y a 15 jours, les gens le savaient, ils savaient, mais a déjà été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis le début du conflit, et là on en parle moins, mais il y a des frappes toutes les nuits quasiment en Ukraine. Donc je m'attends à ce qu'il y ait une reprise de la rhétorique nucléaire. Voici ce que les propagandistes pro-victoire de l'Ukraine totale ne voudraient pas entendre. Ils ne voudraient même pas dire. Pourtant, dans leur inbox, il existe toutes les images de ce que l'armée russe est en train de faire en Ukraine à l'heure où on est en train de parler. Mesdames et messieurs, il faut le reconnaître que la bataille des médias, ils ont gagné ça face à la Russie. Mais sur la réalité du terrain, ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas démentir les faits. C'est incroyable. Elle dit que l'Ukraine est bombardée quasiment tous les jours. C'est le carnage total. Et on prend le soin de ne pas en parler. Parce que ce qu'ils ont reçu comme directive de parler, c'est l'offensive fulgurante
de l'Ukraine sur 40 jours. J'espère qu'après 40 jours, vous allez donc nous montrer que la Russie a levé le drapeau blanc, que l'Ukraine a eu sa victoire haut la main. Mais c'est une dinguerie. Mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez vous lever un matin et on ne parlera plus. Parce que Vladimir Poutine a dit il ne veut plus entendre parler sur ce qui concerne la Moi, j'étais à négociation. Kiev il y a 15 jours, les gens le savaient, ils savaient, mais a déjà été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis le début du conflit. Et là, on en parle moins, mais il y a des frappes toutes les nuits quasiment en Ukraine. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une reprise de la rhétorique nucléaire. De ne même plus montrer ne serait-ce qu'une image de la réalité du terrain. Dès que l'Ukraine engrange une petite victoire, elle bombarde un petit site. Non, c'est la une des médias. On en parlera à n'en plus fini. Matin, midi, soir. Mais si on vous montre, mesdames et messieurs, ce que la Russie est en train de faire à l'heure actuelle, nous nous plaisons tous à dire que Vladimir Poutine est patient, il est lent, il ne veut pas agir. Mais mesdames et messieurs, si ces mêmes gens-ci pouvaient ouvrir les caméras et vous montrer les tonnes d'images qu'ils ont enregistrées sur ce que la Russie est en train de faire à l'heure actuelle où on est en train de parler, même la petite crédibilité qu'ils pensent encore avoir sera totalement retirée. Arrêtez de mentir sur la Russie. La Russie n'a jamais affirmé finir avec l'Ukraine en 3 jours. Mesdames et messieurs, on entend partout que la Russie pensait gagner cette guerre en 3 jours. Pourtant, cherchez la déclaration officielle de Moscou. Elle n'existe pas. Le Kremlin n'a jamais annoncé un calendrier de 3 jours, d'une semaine ou d'un mois. Alors, d'où vient ce récit? Il vient principalement d'analyse et d'interprétation des premiers mouvements militaires russes. Mais posez-vous une question stratégique. Comment un État qui observe l'Ukraine depuis 8 ans, qui voit les livraisons d'armes occidentales s'accélérer, les instructeurs étrangers former l'armée ukrainienne et les États-Unis annoncer leur soutien pourrait croire qu'ils mèneraient une campagne sans réaction internationale? C'est absurde. C'est peu compatible avec la manière dont les grandes puissances planifient leurs opérations. En réalité, mesdames et messieurs, le terme « opération militaire spéciale » ne fixe aucune durée. Il désigne la qualification officielle choisie par Moscou, pas un chronomètre. On peut débattre des objectifs, des erreurs de calcul ou de l'évolution du conflit, mais transformer cette expression en preuve que la Russie annonçait une guerre éclair relève davantage d'un récit médiatique que d'une déclaration officielle. En géopolitique, il y a une différence fondamentale entre ce qu'un État dit, ce que ses adversaires pensent qu'il voulait faire et ce que l'histoire finit par montrer. Et cette nuance change complètement la lecture du conflit.